Eh bien, bonjour Lucas, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette petite interview. Écoute, ça fait déjà un petit temps qu'on se connaît. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous et de converser avec toi sur l'entrepreneuriat et sur pas mal de sujets comme le networking, etc. Je sais que tu fais pas mal de conférences dans ce style-là. Donc, écoute, on aura peut-être l'occasion d'en reparler pendant cette petite interview. Tu es business mixologiste et écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là et peut-être ce qui te motive dans la vie, ce qui te passionne. Super, bah, merci pour cette invitation. Alors, bah, raconter mon parcours, je ne sais pas si tu as 2 heures ou quoi, parce que c'est vrai qu'il est assez atypique, mais pour le faire de manière très courte, moi j'ai arrêté mes études parce que je ne voyais pas l'intérêt des études. Je ne comprenais pas l'intérêt d'étudier bêtement et de réciter. Et à l'époque de mes études, j'ai déjà lancé ce qu'on appelle une start-up aujourd'hui, qui s'appelait 300%, qui était une agence de relations publiques 100% positive. Et, Mhm. euh, et en fait, en me rendant à mes examens, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris en allant sur le terrain n'avait beaucoup plus de valeur que ce que j'apprenais à l'école. Et donc, je me suis retrouvé un peu sans diplôme. Et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour une microbrasserie liégeoise, que tu dois Ouais. sûrement connaître, hein, la bière Cursus. Je bois pas de Euh, bière. S'il te plaît? Je bois pas de bière. Tu ne bois pas de bière, mais voilà, il faut. C'est bon pour la santé. Évidemment. Et en fait, avec Cursus, j'ai eu l'occasion pendant 2 ans de travailler pour le rêve de deux personnes, deux jeunes qui s'étaient lancés et leur rêve, c'était de microbrasserie. Donc pendant 2 ans, j'ai eu la chance de pouvoir être leur responsable marketing où j'ai appris à utiliser les réseaux sociaux. Donc je parle de ça il y a 6-7 ans, utiliser les réseaux sociaux pour développer un business. 2 ans après, à ma surprise générale, il ne m'engage pas puisqu'il devait comment dire, acheter du matériel et donc le matériel avant moi, mais encore une fois, je ne leur en veux pas. Sur le moment, c'est vrai que c'était un coup dur, mais je ne leur en veux pas, sinon je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et puis après comment dire, ce coup dur, je me suis lancé comme indépendant peut-être 6 mois plus tard. Et depuis, mon objectif, c'est de lancer et développer des business. Donc, j'ai lancé un business de barbecue flottant sur un lac. J'ai un réseau d'affaires. J'ai une agence de com que j'ai remis il n'y a pas longtemps. Et là, aujourd'hui, je suis business mixologist. Voilà un peu pour mon parcours. Tout à fait, Lucas. Tout à fait, tout à fait. Et peut-être avant que tu me présentes business mixology exactement, j'ai entendu plusieurs fois que tu citais le mot optimisme dans ta présentation ici. Donc, j'entends que tu es quelqu'un de plutôt optimiste. C'est quelque chose qui te drive. Qu'est-ce que en tant que business mixologist entre optimiste et entrepreneuriat et tout ce genre de concept? Parce que pour moi, je pense que l'optimisme, c'est la seule arme qu'on puisse avoir. Dans tous les cas, dès qu'on a des coups durs ou autres, l'optimisme est vraiment le remède qui va aider à pouvoir continuer, pouvoir avancer. Donc c'est vrai que moi, aujourd'hui, les gens que j'accompagne, je les aide à devenir des entrepreneurs optimistes. C'est en fait les aider à redevenir cette personne qu'ils étaient quand ils ont lancé un business. Parce qu'en fait, toute personne qui aujourd'hui lance un business se lance dans l'entrepreneuriat, que ce soit en tant que freelance, en tant que coach, en tant que consultant, en tant que start-up, etc. Il avait ce petit côté optimiste qui s'est lancé puisqu'il s'est dit, je vais lancer quelque chose qui, je pense, va changer les choses. Et je remarque que pendant le parcours, avec plein de raisons, hein, de diverses raisons, ils perdent un peu de cet optimisme. Et moi, mon but, c'est aujourd'hui de les coacher pour retrouver ce côté optimiste qu'ils avaient à leur début. Ouais, tout à fait, tout à fait. Un petit coup de main pour bien les relancer et pour qu'ils se rappellent justement effectivement ce premier jour rester dans cette même dynamique. Ça me parle tout à fait aussi. Et donc du coup, Lucas, peut-être pour rentrer justement dans ce que tu fais exactement là aujourd'hui, qui est là d'être ta activité principale, qui est, si j'ai bien compris, le business mixologist. Ça consiste en quoi? C'est des ingrédients Alors, la business mixology, c'est en fait l'art de mixer des ingrédients d'une personne pour en faire une recette gagnante pour le business. Alors, d'où vient cette idée? C'est simplement qu'en fait, j'ai eu une fois une séance avec une personne où j'avais l'impression d'être un imposteur. Cette fameuse, comment dire, ce syndrome de l'imposteur où je me disais, en fait, je n'ai jamais rien créé. Je n'ai jamais rien inventé. J'ai toujours utilisé ce qui existait déjà et je l'ai adapté à ma sauce. Et c'est là qu'un jour, la personne en face de moi m'a dit, mais en fait, tu es comme un mixologue. En fait, tu prends des ingrédients qui existent et tu fais un cocktail, quoi. Et c'est là que le terme business mixologist est sorti, où j'ai vraiment créé cet univers comme si j'étais un mixologue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pars du principe que chaque personne a des ingrédients différents. Et le but, c'est avec ces ingrédients-là, on va essayer de créer leur recette
gagnantes pour développer leur business, pour passer l'obstacle auquel ils font face pour le moment. Donc aujourd'hui, ça se présente sous forme de 4 piliers. Il y a le coaching, qui est vraiment là la plus grande partie. Donc là, c'est vraiment du coaching de personnes, comme je dis, à les aider à devenir des entrepreneurs optimistes. J'ai une partie consulting où là, c'est plus dans l'entreprise, où là, je fais vraiment comment dire, pas de la formation, mais de l'accompagnement en entreprise. Mhm. J'ai une grosse partie qui s'appelle aussi speaker, parce que j'adore donner des conférences. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me donne de l'énergie, c'est de pouvoir être sur scène et pouvoir partager mon savoir avec les gens. Et alors, j'ai développé aussi la Business Mixology Academy, où là, l'objectif, c'est de faire des séminaires, des formations, des workshops pour faire ce partage de savoir avec des entrepreneurs. D'accord, donc du coup, à ce moment-là, des ateliers. C'est ça, tout à fait. Ouais. On est vraiment dans l'immersif. On est 5-6 dans une salle. Et en fonction de la thématique, ça peut être, tu en parlais dans l'intro du networking, ça peut être comment mettre en place une stratégie marketing, comment bien définir ses prix. C'est vraiment comment aider ces personnes à surmonter l'obstacle auquel ils font face. D'accord, d'accord. Et quand tu parles justement d'ingrédients que tu vas chercher par-ci par-là chez les personnes, c'est quoi un ingrédient? C'est un talent, c'est une capacité, quelque chose qui drive les personnes. C'est quoi pour toi les ingrédients justement que tu vas chercher chez les gens? Peut-être une question, quels sont les ingrédients que tu vas chercher chez les gens? Et, euh, et peut-être s'ils ne les ont pas, où est-ce qu'ils vont trouver les autres ingrédients? Alors, effectivement, les ingrédients, il y en a plusieurs, mais ceux que je vais principalement utiliser, c'est quel est leur point fort. Ça, c'est la première chose. Ça, pour moi, leur point fort, c'est quand ils se sont lancés dans l'activité dans laquelle ils sont, quelles étaient vraiment leurs forces, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. Donc, c'est vraiment retourner à la base de d'où ils étaient bons. Personnellement, quand j'ai eu mon agence de com, je me suis retrouvé à devenir manager, à devenir gestionnaire de projet, etc. Et ce n'était pas ma force. Et donc, je l'ai tout de suite ressenti, ça me faisait perdre de l'énergie. Donc ça peut être un exemple. Ça peut être le réseau aussi, la force. En fait, les ingrédients, je vais le savoir en parlant avec les gens. C'est dans la discussion avec eux que je vais me rendre compte, OK, il a ça, ça, ça comme ingrédient. Et donc, moi, l'ingrédient que je vais apporter, c'est mon expérience, c'est mes inspirations. Je lis beaucoup, je suis beaucoup des vlogs, des formations, etc. Et en fait, je reprends tous ces petits ingrédients que je mets dans un shaker, hop, hop, hop. Je check leurs ingrédients forts avec des idées pour aller chercher leurs ingrédients un peu moins forts. Et après sort le cocktail final qui en fait est leur plan d'action pour aller développer leur business. D'accord, d'accord, cool, super. Et du coup, les personnes que tu rencontres et que tu vas accompagner leur aventure sont des personnes qui sont déjà plus avancées, qui ont leur business. Alors Alors, par par contre, contre, il y a un petit bug bug. dont je n'ai pas entendu ta question. Ah oui, donc je demandais si les personnes que tu vas coacher comme ça et accompagner en coaching individuel ou lors de tes séminaires sont des personnes qui sont au début de l'aventure, donc qui viennent avec une idée et qui veulent aller un petit peu plus loin, ou déjà bien avancées, ou en tout cas avancées et qui cherchent à s'améliorer et à passer au level au-dessus, si on peut dire. Alors, on dit souvent que c'est viser tout le monde, c'est viser personne. Mais c'est vrai que la business mixology peut s'adapter à chaque étape de l'aventure entrepreneuriale d'une personne. Ça peut être effectivement au début. Au début, il a une idée, il a un projet, il ne sait pas comment la mettre en place. Comme ça peut être quelqu'un qui a déjà un business existant, mais qui stagne, qui n'arrive pas à atteindre le palier supérieur. Donc moi, j'interviens vraiment, mon- ma niche, en fait, c'est les personnes qui ont un obstacle face à eux. Donc, c'est vraiment n'importe quel obstacle, qui sont perdus, qui n'ont pas une vision claire des choses. Et donc, effectivement, ça s'adresse aussi bien aux petits start-upers qui va se lancer qu'aux grands groupes, aux CEO. J'ai déjà eu des clients CEO qui étaient bloqués et qui ne voyaient pas la vision pour cette entreprise ou qui l'avaient perdue à force de le faire ou qui s'ennuyaient dans leur entreprise. Et c'est les aider à un peu retrouver cette petite flamme qui est en eux. D'accord, oui, 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 ok, parfait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tiens, c'est amusant, ça, les gens qui, à un moment donné, les gens qui, dans leur aventure, à un moment donné, s'ennuient. Et c'est quoi les raisons qui peuvent faire qu'un entrepreneur qui se lance, qui veut développer son idée, et des gens que tu coaches, etc., qui, à un moment donné, en fait, parfois on se dit, il y a des gens qui s'arrêtent parce qu'ils ont des obstacles. Toi, tu vois des gens qui s'ennuient. Tu as peut-être quelqu'un, ou enfin quelques exemples à expliquer Alors, pour moi, quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui s'est un peu éloigné de ce qui lui donnait de l'énergie. Il s'ennuie parce qu'en fait, comme il n'a
pas l'énergie, il n'a pas la motivation, il n'a pas l'enthousiasme qu'il avait au début, bah, il perd de cette énergie et donc il s'ennuie puisqu'il n'arrive pas à passer à des étapes supérieures. Moi, je dis souvent que je vois le business comme un jeu. Et tant qu'on joue et qu'on s'amuse, ben, on grandit, on évolue. Une fois où en fait, et souvent ben, tu me demandes un exemple, un CEO par exemple qui s'ennuie dans son business, ben, c'est un business qui tourne tout seul quasi sans lui en fait. Et Hmm. donc lui, comme son objectif c'était de faire tourner un business, ben, il a atteint cet objectif et donc ben, il ne voit pas une étape supérieure. Donc moi je travaille souvent avec ce que j'appelle la big picture, donc c'est vraiment la mission long terme des personnes et c'était de revenir un peu avec lui en disant mais quel était grossièrement parlant, ton rêve d'enfant, en fait. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire ou quels seraient un peu tes rêves inavouables. Et donc, de là, ben, on va essayer de redévelopper des étapes pour lui redonner cette envie de jouer. C'est peut-être se rendre compte, en fait, que sa boîte tourne très bien là, ici en Belgique. Ben, peut-être que l'objectif qu'on va lui donner, c'est d'aller ouvrir une autre boîte en France, par exemple, pour commencer un autre marché et retravailler. Parce qu'en fait, je pense que la différence entre ce qu'on appelle les entrepreneurs, donc ceux qui veulent être entrepreneurs, de ceux qui le sont vraiment, c'est que ceux qui le sont vraiment, ils ont ce qu'ils préfèrent tous, c'est pas l'arrivée, c'est pas là où ils en sont, c'est en fait c'est la façon dont ils sont arrivés. Moi, ce que j'adore, ce que je dis toujours, c'est que j'adore mettre les mains dans la boue. Alors, pas au sens propre du terme, mais j'adore en fait toujours devoir me dire, mais je ne suis pas arrivé là où je veux. Et en fait, c'est comme comment est-ce que je pourrais donner la métaphore? C'est comme quand tu cours à travers le billet, tu vois, tu as un billet qui est à terre et tu t'approches, quelqu'un tire et tu continues. Bah, en fait, moi, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est me dire toujours, bah, le jour où j'aurai cet argent, en fait, limite, je m'ennuierai parce que bah, c'est pas drôle. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le point commun pardon, de beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs en tout cas, c'est toujours ce besoin d'aller une étape plus loin. Et donc pour ça, c'est important de savoir aussi un peu, euh, comment dire, c'est de se mettre des objectifs, mais pas de mettre des objectifs qui font que s'ils ne les atteignent pas, ils ne seront pas heureux. C'est-à-dire que je dis souvent, il faut être heureux là aujourd'hui où tu es, et ces objectifs, c'est toujours des bonus. Donc c'est vraiment comme dans un jeu, de la gamification. Dominique, si tu nous vois, salut. Mais c'est vraiment toujours se dire, hop, une étape supplémentaire pour arriver à un objectif. Et puis une fois qu'on a tel objectif, bah, il faut un autre. Parce qu'à un moment donné, quand on n'a plus d'objectif, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Tout à fait, tout à fait. C'est finalement quelque part aussi un nivellement par le haut parce que on ne s'arrête jamais, quoi. On vise toujours quelque chose et en fait, dès qu'on l'atteint, on va tâcher d'essayer de viser quelque chose encore plus haut. C'est un peu ce que Attention que ça ne veut pas dire non plus qu'on est des éternels insatisfaits et qu'on veut toujours plus, plus, plus. C'est juste dire que on ne s'arrête pas, on ne stagne pas, qu'on reste toujours en action. Parce qu'à côté de ça, j'ai des gens qui n'ont jamais assez, qui veulent toujours plus, mais qui à ce rythme-là se détruisent leur santé. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est justement au plus rapidement possible d'avoir une situation qui nous paraît euh, vivable, viable plutôt même, c'est le terme, de se dire, ben voilà, ça me paye mes factures, je vis bien, j'ai ma liberté. Donc, c'est toujours important d'avoir aussi quel est l'objectif de chacun. Pour certains, c'est une liberté financière, pour d'autres, c'est une liberté de territoire, etc. Donc, on va travailler là-dessus pour leur dire, OK, aujourd'hui, tu dois être heureux et tout ce qu'on va mettre en place derrière, ça va être des petits plus, en fait. Et donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'a drivé personnellement. Et c'est ça que je partage aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne. ouais, bah, expérience vécue de ta part, donc au plus près de la réalité et bah oui, du transfert d'expérience de toute façon par rapport à ton parcours aussi. Du coup, oui, donc bah, tu as fait du coup pas mal de choses aussi. Je sais que tu es également quelqu'un de très spécialisé et que tu adores networker. C'est que j'avais une question simple pour toi évidemment, mais d'autres personnes qui ont moins l'habitude de ça, qui stressent, etc. C'est quoi pour toi le networking? Et oui, quelque part, en deuxième question, qu'est-ce qui fait qu'on peut oser networker? Mais en fait, ma réponse va te répondre aux deux d'un coup. Pour moi, networker, c'est se faire des amis. Alors, moi, j'utilise le terme ami, certains appelleront le terme connaissance, mais c'est juste en fait que je ne fais pas ce que j'appelle du networking d'affaires. Je déteste aller dans un endroit où je sais que toutes les personnes qui seront là, ce sera que du business. Pourquoi? Et c'est là l'erreur aussi, et c'est là le conseil que je peux donner à ceux qui ont peur de réseauter, c'est dès qu'on arrive dans un côté ami, qu'on se fait des amis, il n'y a pas cette pression de business qui retombe. C'est-à-dire qu'on est là sans rien attendre en retour. La plupart du temps, les gens ils vont à un événement et ils se disent, tiens, si j'ai pas 10 nouveaux clients en sortant de là, c'est un événement raté.
Mais le problème, c'est que personne ne se fait un client sur une soirée, sur un verre qui a été partagé, 10 minutes de conversation, c'est du long terme. Et donc, moi, je vois vraiment le networking comme le moyen de se créer un réseau, mais un réseau de personnes qu'on pourrait considérer comme des amis. C'est-à-dire que ça va être en fait les amis, des amis, des amis, et c'est comme ça que ça grandit. Donc, en fait, effectivement, on me dit que, ouais, Lucas, toi, tu es un networker, on te voit partout, etc. Je suis quelqu'un de timide à la base. Je déteste aller parler à des gens que je ne connais pas. C'était pareil à l'époque où je devais draguer. Je détestais aller parler à la fille si je ne la connaissais pas un minimum avant, s'il n'y a pas déjà eu un échange. Et donc, j'ai réfléchi un peu ces derniers temps en me disant, mais tout le monde pense que je suis un networker. Qu'est-ce qui fait que… Et en regardant, j'ai regardé un peu mon parcours et j'ai compris. C'est qu'en fait, en doublant, j'ai fait plein d'écoles. Donc, en faisant plein d'écoles, j'ai rencontré plein de personnes. Ces personnes-là, j'ai gardé contact avec elles. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus aucune excuse de ne pas savoir garder contact. Et puis, j'ai fait de la natation, où là, j'ai rencontré beaucoup de monde. Puis, j'ai fait un autre sport. Et en fait, j'ai chaque fois créé des petits réseaux de personnes. Mais au fil des années, ces personnes évoluent et leur réseau aussi. Et donc, quand je les revois, elles sont peut-être présentes avec Jean-Paul que je ne connaissais pas, qui va me présenter, on va passer un bon moment, etc., etc. Et donc, quand vous partez dans l'optique qu'il faut se faire des amis, il y a deux choses qui vont se passer. C'est que vous aurez toujours quelque chose à dire, parce qu'on est toujours intéressé par quelqu'un. Moi, quand je vois un ami, j'ai toujours quelque chose à lui raconter, autre que tiens, il fait beau dehors, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours la discussion. Et deux, le fait de me dire, en me faisant des amis, je pense à du long terme. Parce qu'un ami, on ne se l'est jamais fait la première fois. C'est pas qu'on était sur le banc de l'école avec lui que c'est devenu le meilleur ami. C'est peut-être la première fois qu'on s'est fait engueuler tous les deux ou qu'on a eu des histoires ensemble communes qui a créé cette amitié. Et donc, le networking, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, si vous allez à un événement, n'y allez pas avec cette envie de sortir votre carte de visite et de la balancer, mais y allez-y pour de l'humain. Vous allez rencontrer des personnes et donc vous leur posez des questions, des questions, des questions. Alors, ne jamais se forcer non plus si cette personne, ça ne colle pas avec vous, mais au moins vous allez voir que ça va créer sur le long terme des vraies relations qui font que derrière, les gens penseront à vous, vous recommanderont, feront peut-être appel à vos services, etc. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc j'entends que ça, c'est quelque part un petit subterfuge pour se rassurer, pour ne pas y aller vraiment dans un but lucratif, hein, devenir client, y aller vraiment dans un but plutôt amical, comme tu le proposes. Mais il n'empêche que certaines personnes qui peuvent être effectivement plus timides que d'autres vont peut-être même pas aussi oser aller là-bas en tant que pour se faire des amis, parce que peut-être que la première chose à se dire, c'est comment est-ce que j'aborde les gens. Et donc, toi, est-ce que tu as un truc qui fait que, de toute manière, hein, que tu les abordes les gens pour du lucratif ou pour devenir amis, voilà, la question fondamentale, c'est peut-être pour ceux qui craignent un peu ça ou qui savent pas comment faire, c'est comment est-ce que tu fais pour, quand tu arrives dans un événement où il y a 20 personnes, 100 personnes ou quoi, aller rencontrer une personne que tu ne connais pas? Est-ce que tu as un truc, une astuce qui permet voilà, de faciliter la chose, de se rassurer peut-être, voilà. Alors oui, donc déjà ça, on me demande souvent, oui, mais moi je suis introverti, donc le networking, c'est pas pour moi. Justement, quand on est introverti, on est les meilleurs networkers. Pourquoi? Parce qu'un introverti, il écoute plus que ce qu'il parle. Et ça, c'est l'essence même du networking, c'est Mhm. plus écouter que parler. Et un introverti, en fait, quand il va parler, ça va être à un moment donné pour dire quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire qu'il ne va pas parler pour se la péter et se montrer comme des extravertis, mais quand il va dire quelque chose, ça va être sensé, ça va être réfléchi, donc c'est de la qualité en plus. Maintenant, pour répondre à ta question sur quand on veut aller à un événement, moi, il y a une technique que j'utilise, c'est en fait de dire que je ne vais jamais vers quelqu'un que je ne connais pas. Donc, ce que je fais, moi, c'est en amont de l'événement, si c'est possible, parce que ce n'est pas toujours le cas, je me renseigne sur le listing des participants. Et en fait, je trie les participants en trois catégories. Première catégorie, c'est les gens que je connais super bien. C'est-à-dire que c'est ceux que je vois souvent et que quand on se croise, c'est toujours la bise, salut, comment tu vas et en fait, eux, on les connaît bien puisqu'on les voit tout le temps. À côté de ça, il y a ce que j'appelle les relations dormantes. C'est des gens qu'on n'a plus vus depuis quelques mois, 6, 7 mois, etc., ou peut-être des années, mais qu'on connaît déjà. Donc, c'est-à-dire que si on les recroise, il y a déjà un côté un peu, on se retrouve comme des vieux potes et c'est pas quelqu'un avec qui on rentre en contact. Donc, ça, les relations dormantes, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut de temps en temps, peut-être avant l'événement, leur renvoyer un petit message en disant tiens, j'ai vu que tu participais à tel événement, j'y serai aussi, est-ce qu'on va se boire un café? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez déjà prévu un genre de rendez-vous dans l'événement avec lequel vous allez pouvoir vous sentir à l'aise. Et comment atteindre alors la troisième catégorie de personnes? En fait, ça va être grâce à ces deux premières catégories. C'est les amis de ces gens-là ou les connaissances de ces gens-là, où à un moment donné, vous allez parler à Jean-Paul que vous n'avez plus vu depuis 3 ans peut-être, et vous le revoyez à l'événement en disant tiens, buvons un café ensemble, on échange, on parle. Et là, Jean-Paul tombe sur Mireille, et Mireille, c'est une ancienne collaboratrice de Jean-Paul, mais que vous ne connaissez pas du tout. Et là, elle rentre dans la boucle, et vous pouvez commencer à échanger, mais en étant
déstresser. Pourquoi? Parce que c'est via l'intermédiaire de Jean-Paul que vous allez pouvoir parler à cette personne. Et donc, ça, c'est une des astuces. La deuxième, une fois que vous allez être à l'aise et que vous allez avoir un réseau qui est conséquent, il y a encore quelque chose qui est plus puissant que le networker, c'est le connecteur. Le connecteur, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus un connecteur qu'un networker. Pourquoi? Moi, mon but, c'est juste de dire, je connais beaucoup de monde, c'est de les connecter l'une à l'autre. Et donc, imaginons un exemple très concret. À l'époque, j'organisais un événement de networking à Liège qui s'appelait les vendredis du mardi. Et j'avais dans l'événement quelqu'un que je connaissais qui était microbrasseur, qui faisait une bière. Et à côté, je connaissais une chocolatière. Et à un moment donné, je leur ai dit, chocolat, bière, parlez-vous, il faut faire quelque chose. Et j'ai simplement mis en contact tous les deux et ils ont pu continuer la discussion. Moi, j'ai même pu partir et aller parler à d'autres personnes, mais ils ont eu une discussion. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a un produit qui sort qui est commun, c'est une praline à la bière. Et donc, après, les gens vous voient mieux. Pourquoi? Parce que vous avez été les gens qui les ont mis en contact. Et donc, ça, c'est vraiment, je pense, c'est le niveau encore supérieur du networker, c'est le connecteur. Et à ce moment-là, vous commencez vraiment à devenir crédible dans la gestion d'un réseau de personnes. D'accord, c'est évidemment bénéfique pour tout le monde puisque, comme tu viens de le montrer, là du coup ça mène à des je ne sais pas si on peut parler d'innovation pour une praline à bière, mais en tout cas c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui doit être très intéressant à goûter d'ailleurs, mais qui voilà, permet, grâce à ce networking, à ce réseautage, à deux personnes finalement de faire des affaires ensemble et peut-être même de Et devenir deux amis. personnes qui ne se connaissaient pas à la base aussi. Donc ça, c'est ça aussi qui est… Alors ça, comme je dis, si vous êtes introverti et tout, ça ne va pas venir tout de suite, ce côté connecteur. Mais par contre, une fois que vous allez être à l'aise avec la première partie, commencer à agrandir votre réseau, parce que vous allez pouvoir apporter. Et là aussi, c'est une chose qui est incroyable parce que ce qui fait peur à beaucoup, c'est la peur d'aller en se disant, mais je ne vais pas aller faire mon commercial parce qu'ils vont encore, ils vont être rebutés. Même si en soi, si les gens sont là pour faire du networking, c'est qu'ils sont là pour networker, hein, logique. Mais le fait de connecter, en fait, vous donnez avant de demander quelque chose. Et le fait d'avoir mis deux personnes comme ça en contact, c'est comme si ces deux personnes vous en devez une, en fait. Et donc, le jour où vous avez quelque chose à leur demander, ce sera beaucoup plus simple que si vous avez juste été leur demander en disant, tiens, voilà ma carte, etc. Et c'est comme ça que moi, j'ai beaucoup fait à l'époque où j'étais jeune et que je n'avais pas spécialement des choses à vendre, c'est que j'ai beaucoup connecté les personnes entre elles. Tiens, tu es conférencier, tiens, là, il y a un organisateur de soirée, les gars, parlez-vous, il y a moyen de faire quelque chose. Et le jour où ce conférencier donnait sa conférence, il est reconnaissant envers nous. Un, parce qu'il a pu partager, mais je ne lui ai jamais rien demandé. Donc, je sais le jour où peut-être j'aurai quelque chose à lui demander, un partenariat, une aide, un conseil, je sais qu'il le donnera plus facilement. Tout à fait. C'est un peu le concept du pay it forward peut-être. Donc, pay it forward, je ne sais pas si ça te… Non, ça ne me dit rien. Hein, donc c'est le fait de quelque part donner quelque chose avant de recevoir. Donc tu donnes quelque chose, voilà, parce que ça te fait plaisir. Donc tu donnes avant. Et alors, effectivement, derrière, il y a une série de personnes à qui tu vas avoir donné quelque chose qui vont revenir vers toi parce qu'elles vont penser à toi au moment opportun. Et elles te sont quelque part toujours reconnaissantes et reviennent rapidement vers toi, ou en tout cas reviennent vers toi au moment opportun. Donc ça, c'est toujours quelque C'est la chose. règle, hein. Donner, en fait, ça fait toujours très con quand je le dis, mais c'est donner sans espérer recevoir. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans le je te donne quelque chose, mais tu sens que derrière, ils veulent quelque chose en retour. Et si tu ne leur rends pas ce truc en retour, ils commencent à être déprimés ou à être énervés, etc. Quand tu donnes sans espérer recevoir, en fait, ça t'enlève ce côté frustration qui se cache. Et en fait, je pense que la magie des choses reviendra de toute façon. Et que si ça doit revenir, ça reviendra. Et donc, effectivement, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est que tu donnes et peut-être qu'un jour, et c'est ça qui est important, c'est peut-être C'est ça. que ça te reviendra d'une façon ou d'une autre. Mais ça, on ne sait jamais le dire et c'est jamais du court terme. Et ça, c'est le problème de beaucoup, c'est qu'ils attendent beaucoup de court terme. Et donc, c'est comme ça que ça crée aussi des déchirures dans les relations. C'est parce que y en a qui donnent, qui donnent, qui donnent. Et l'autre n'a peut-être rien à donner, ou alors l'autre est égoïste. Et là, alors faut quand même arrêter de donner. On le sent quand même à un moment donné. Mais moi, j'ai toujours adoré ça. Et pareil dans les réseaux sociaux, c'est que je donne sans espérer recevoir. Donc, à chaque publication, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait 20 000 personnes qui me téléphonent, qui m'aident, qui m'appellent pour que je les aide et que je les coach. Mais c'est donné. Et puis un jour, viendra ce qui doit arriver ensuite. Super. Écoute, Lucas, alors je pense qu'il y a pas mal de sujets qui ont été abordés. Je pense qu'il y en a pas mal qu'on pourra aborder à d'autres occasions. Donc, je pense qu'on pourrait se refaire ça aussi à un moment donné prochain sur quelques thématiques. Écoute, voilà, je pense que
je te souhaite une excellente fin d'après-midi et puis À toi aussi, merci pour l'invitation. C'était très bien très cool. bientôt pour d'autres interviews et pour d'autres aventures, Lucas. Allez, salut, hein. À très vite, ciao.